Donc, pendant que tout le monde s'installe, je voulais juste vous dire, parce que plusieurs personnes me l'ont dit, il fait un peu frais, vous l'avez tous vu. En fait, nous sommes dans un bâtiment basse consommation d'énergie, d'où la petite fraîcheur qui nous envahit, notamment à côté, où c'est peu chauffé, pour des raisons... Pardon ? Exactement. Mais c'est bien, c'est ce à quoi il faut s'attendre. On anticipe, exactement. Bon, donc on va entamer cet après-midi d'échange avec notre deuxième table ronde intitulée « Comment concilier sobriété des usages de l'eau et développement ». Donc, pour cette table ronde, je suis en compagnie, par ordre alphabétique, on ne le voit pas encore, mais de Thierry Ménissier, qui est professeur de philosophie, sciences humaines et innovation à l'université de Grenoble-Rhône-Alpes. Voilà, bonjour Thierry. Alors sa venue dans les délais impartis était incompatible avec nos objectifs, n'est-ce pas, de réduction d'émissions de CO2. Donc du coup, il est en visioconférence avec nous quand même aujourd'hui. Barbara Nicoloso, qui est avec nous aussi, qui est directrice de l'association Virage Énergie, et Marie Petenati, hydrogéologue et géochimiste au BRGM. Donc c'est Gérard Gruot qui devait animer cette table ronde. Il est malheureusement absent, un empêchement de dernière minute. Donc c'est moi qui vais animer cette table ronde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Bardon. Je suis chargée de mission au CRESEP sur les questions de gestion quantitative de l'eau et de changement climatique. Donc sans eau, pas de développement territorial possible. On le voit de manière un petit peu brutale ces dernières années sur le territoire breton. La question de la disponibilité à la fois qualitative, quantitative de l'eau se pose et est devenue un enjeu crucial. Elle interroge l'installation de nouvelles activités économiques, voire le maintien de certaines activités, l'accueil de populations, mais aussi le maintien de milieux aquatiques fonctionnels. Donc comment les territoires peuvent-ils se développer dans un contexte de ressources finies et en raréfaction ? Pour répondre à cet enjeu, eh bien, deux trajectoires sont particulièrement mises en avant par nos politiques publiques. La sobriété d'une part, qui est un concept relativement central dans la transition écologique, et l'innovation, notamment l'innovation technologique, qui est omniprésente et apparaît souvent comme étant la solution d'adaptation aux défis environnementaux. Donc entre ces deux trajectoires, comment tendre vers un modèle de développement durable du point de vue de la ressource en eau sur nos territoires, ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui avec nos intervenants. Donc ma première question, elle s'adresse à vous, Barbara Nicoloso. Donc selon vous, pourquoi est-ce que ce concept de sobriété traverse aujourd'hui l'ensemble des politiques publiques ? En quoi est-ce que cette sobriété est vraiment un levier dans l'adaptation ou l'atténuation au changement climatique ? Et vous qui êtes aussi une spécialiste plutôt de la question énergétique, quel parallèle est-ce que vous faites entre la sobriété énergétique et la sobriété dans les usages de l'eau ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc en effet, ce sujet de la sobriété, on en parle beaucoup aujourd'hui. On en parlait beaucoup moins il y a quelques années. Il y a eu un avant-après crise énergétique, en fait, hiver 2022-2023 pour la question énergétique, mais on pourrait parler aussi des étés 2022 et des étés 2023 pour l'eau, où en fait on a été confronté à des risques de rupture d'approvisionnement, que ce soit en électricité ou en gaz l'hiver dernier, ou en eau depuis plusieurs étés. C'est le cas dans certains territoires en France où on vit en fait aujourd'hui des pénuries. Donc le sujet de la sobriété est arrivé sur la table, on va dire, du débat public et politique depuis seulement quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas sur ce sujet précédemment. Il y a un certain nombre de chercheurs, d'associations qui, en France, ont bien identifié depuis des décennies qu'on n'arrivera pas en fait, à mener de transition écologique si on ne s'interroge pas sur nos modes de vie, sur la façon dont on satisfait nos besoins, sur la façon dont on utilise les ressources naturelles et sur comment, collectivement, en fait, on interroge le fonctionnement de notre société. Parce que la sobriété, c'est ça. La sobriété, en fait, c'est une démarche qui va consister à satisfaire ses besoins fondamentaux, mais en ayant une réflexion en fait sur les consommations qu'on peut avoir d'énergie, d'eau, de minerais, de sol arable. Ça concerne vraiment l'ensemble des ressources naturelles.
Ça paraît être du bon sens de commencer à s'interroger par ce dont on a besoin, mais en fait, on se rend compte que depuis une cinquantaine d'années, c'est un petit peu la fuite en avant vers la solution technologique. C'est de se dire que, voilà, quelque part, on vit aussi dans ce mythe d'une croissance infinie dans un monde aux ressources infinies, alors qu'on sait que non, on vit sur une planète qui est finie, avec des stocks de ressources qui sont non renouvelables. Certaines sont renouvelables, mais la plupart, et je pense notamment aux ressources fossiles qu'on utilise, à certains minerais et à la ressource en eau, c'est des ressources qui sont dans des quantités qui sont finies. Donc ça va nécessiter justement d'interroger nos modes de vie, de se poser aussi la question et de faire le constat qu'actuellement on vit dans une société d'ébriété. Moi, j'aime bien opposer la sobriété à l'ébriété, comme on peut le faire avec l'alcool. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui sont totalement dépendantes de l'exploitation de ces ressources naturelles. On a développé des comportements typiques de l'ébriété où, voilà, aujourd'hui, ça pose pas de problème de climatiser des stades, ça pose pas de problème d'avoir des panneaux publicitaires qui tournent 24 heures sur 24 dans l'espace public, et ça pose pas de problème d'avoir des consommations en eau qui sont beaucoup plus importants que les besoins dont on a. Et ce régime d'ébriété, aujourd'hui, il vient buter sur les limites planétaires, en fait, que nous sommes très largement en train de dépasser. Et tout ça a des répercussions environnementales, mais aussi sociales. Derrière la notion de sobriété, nous, ce qu'on y met, c'est un rééquilibrage entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Il faut aussi prendre cette sobriété comme un moyen d'avoir davantage de justice sociale, de traiter cette question des inégalités, et également de lutter contre la précarité. Parce que c'est aussi important de dire qu'aujourd'hui, les populations qui sont les plus responsables de la crise climatique, c'est celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre, et donc c'est celles qui ont le plus de moyens. Donc ça, une fois que c'est dit, il faut se poser la question de comment on fait. Et donc ça nécessite aussi de remettre au centre du débat de l'élaboration des politiques cette question du besoin. On en a déjà parlé ce matin, mais finalement, voilà, de quelle quantité d'eau j'ai besoin pour satisfaire tel besoin. C'est le cas de le dire, et comment je vais faire en sorte d'être de manière permanente dans cette notion d'équilibre, avec la juste quantité. On parle de sobriété, mais on pourrait parler aussi de satiété, quoi. Une fois qu'on a consommé ce dont on a besoin, on n'a pas besoin de plus. Et donc ce qui est particulièrement intéressant, et c'est là où la question de l'eau et de l'énergie vont se rejoindre, c'est que ce principe de sobriété, il va s'appliquer à l'ensemble de nos modes de vie, je l'ai dit, mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vision systémique, en fait, du fonctionnement de nos sociétés, du fonctionnement de nos consommations de ressources. Et aujourd'hui, le système, en tout cas d'approvisionnement en eau tel qu'il est pensé en France, sans énergie, ne fonctionne pas. Et à l'inverse, le système électrique français, notamment, sans eau, il ne fonctionne pas. Pour rappel, on a besoin de quantités d'eau extrêmement importantes pour faire fonctionner notre parc de centrales nucléaires. On a besoin d'eau également pour faire fonctionner nos barrages hydroélectriques. Le nucléaire plus l'hydroélectrique, c'est 80% de l'électricité produite en France. Aujourd'hui, on voit qu'avec le dérèglement climatique se posent des questions aussi d'accès à la ressource. Aujourd'hui, quand la ville de Barcelone fait venir par cargo de l'eau potable de Marseille, ça a un impact énergétique, ça a un impact climatique. Et on pourrait également parler de la désalinisation qui est faite à certains endroits en France, mais surtout dans certains pays, notamment dans le Golfe Persique, où quand l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis désalinisent de l'eau, c'est à partir de pétrole. Donc les deux ressources sont extrêmement liées, et on voit bien que ce principe de sobriété peut s'appliquer aux deux. Merci. Du coup, quand on parle de sobriété, dans le troisième volet là, du rapport du GIEC qui a été publié en 2022, il dit que les politiques de sobriété recouvrent les mesures et les pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande en énergie, en matériaux et en eau notamment, tout en assurant le bien-être de toutes et tous, dans le cadre des limites planétaires, vous l'avez évoqué. Le premier axe du plan breton sur l'eau, présenté en 2023 par le gouvernement, lui vise à organiser la sobriété des usages de l'eau et se traduit en termes d'économie d'eau pour tous. Donc il y a un objectif du plan eau de moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030. Ma question, c'est est-ce que la sobriété et l'interrogation de nos besoins dont vous parliez se résume à une économie ou une optimisation de la consommation des ressources ? Est-ce que juste réduire notre consommation sans forcément penser à renoncer aux services rendus, sans vraiment réinterroger mais profondément nos besoins, sans contrainte non plus forcément sur le secteur marchand, serait suffisant pour s'adapter ou atténuer les effets du changement climatique ?
Bah non, ce ne sera pas suffisant. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que la solution du tout technique ne sera pas suffisante parce que le tout technique, ça nécessite des ressources, ça nécessite des minerais, ça nécessite de l'eau, ça nécessite de l'énergie. Donc on sait qu'on en manquera et que ça n'est pas une solution. La technique aussi a, entre guillemets, la malchance d'être victime de ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'une technologie qui n'est pas accompagnée d'un changement de comportement humain, ou en tout cas d'une compréhension de cette technologie, peut totalement passer à côté des effets qu'elle cherche à avoir. Je vais prendre un exemple que je prends souvent, qui est celui de la voiture. Aujourd'hui, on a des voitures qui consomment beaucoup moins d'essence qu'il y a 30-40 ans. Pourtant, on n'arrive pas à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'utilisation de la voiture. Pourquoi ? Parce qu'on a des voitures qui aujourd'hui sont beaucoup plus lourdes, sont beaucoup plus grandes. On a moins de personnes par voiture, on fait beaucoup plus de déplacements. Et donc au final, on voit que même si on a des voitures qui sont beaucoup plus performantes d'un point de vue technologique, on n'atteint pas en fait nos objectifs. Donc non, ça ne sera pas suffisant. Ça nécessite aussi d'avoir cette vision systémique de quel secteur consomme de l'eau et pourquoi. On sait aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire dans les années à venir. Ou en tout cas, politiquement, ça deviendra acceptable de peut-être se poser la question de la consommation d'eau de certaines céréales. Je pense notamment au maïs, qui aujourd'hui sert à principalement nourrir le bétail. On sait aujourd'hui qu'il faut aussi avoir une réflexion sur le régime alimentaire. Et donc, c'est en ayant en fait cette vision systémique qu'on va aussi pouvoir faire des choix, parce que c'est ça aujourd'hui. La chose qu'il faut faire, c'est que soit en situation de contrainte. Et quand je dis de contrainte, ce n'est pas des choses qui sont à long terme. C'est actuellement une pénurie tangible de certaines ressources. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on priorise ? Est-ce qu'on voit déjà, est-ce que l'été, il faut fermer certains réacteurs des centrales nucléaires ? Est-ce qu'il faut privilégier certaines cultures plutôt que d'autres ? Et est-ce qu'il faut aussi, et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est le risque de maladaptation au changement climatique. Là aussi, on en parlait ce matin, les bassines ou le développement de certains processus. On parle de l'eau, je pourrais parler des canons à neige dans les stations de ski. Est-ce que ça, c'est une adaptation, ou est-ce que l'adaptation, c'est plutôt de se dire que malheureusement, l'activité touristique liée au ski, c'est fini parce qu'il n'y a plus de neige et il faut penser à autre chose. Et donc cet enjeu d'anticipation est aussi extrêmement important parce qu'on est face à un bouleversement qui va être très très considérable. Et derrière, il y a un enjeu aussi de démocratie. C'est-à-dire que la sobriété, on ne va pas la pratiquer de la même manière à Rennes qu'à Ouessant ou que dans une station de montagne dans les Alpes. Et donc c'est aussi important de partir de la réalité du territoire, des ressources qui sont disponibles, et de construire aussi des formes de coopération, que ce soit entre les citoyens, les élus, les entreprises, mais aussi entre les territoires, parce que en fait, sans solidarité déjà interterritoriale, mais aussi extraterritoriale, on aura beaucoup de mal à y arriver. Merci. Dans le discours politique aussi, l'innovation technologique verte est considérée comme une des solutions qui mériterait d'accélérer les transitions écologiques, limiter notre impact sur les ressources, garantir aussi l'accès à l'eau. Dans le domaine de la gestion de l'eau, environ 80% des projets d'adaptation relèvent d'innovation. Donc l'innovation, c'est un axe clé Marie du BRGM, aux côtés de la recherche et de l'expertise. Comment est-ce que le BRGM aborde cette question d'innovation dans le but d'optimiser la gestion de la ressource en eau ? Est-ce que vous avez quelques exemples potentiellement à nous donner ? Oui, Elodie, j'ai quelques exemples à vous donner. Donc oui, au BRGM, on a un contrat d'objectifs de moyens de performance avec l'État. Et dans ce contrat, ce COMP, ce qu'on appelle, on a une promesse de création d'un pôle innovation, qui est en cours de création, en cours de consolidation. Et au BRGM, on fait de l'innovation, ce qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la recherche scientifique et sur les découvertes passées pour incrémenter, pour aller plus loin, dans une optique d'accompagner les transitions en implémentant des solutions d'adaptation au changement climatique et pour la gestion intégrée de la ressource en eau sur le marché auprès des acteurs économiques. Donc ça se traduit en interne par des processus de maturation. Il y a des projets qui sont pris dans l'établissement et qui sont accompagnés pour aller
jusqu'à ces processus de maturation qui peuvent passer par des brevets ou par des créations même de start-up. On a aussi une politique d'innovation, ce qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire qu'on s'entoure des acteurs qui ne sont pas forcément que de la région Centre-Val de Loire, là où on est basé, le pôle scientifique, mais aussi plutôt au national. Voilà, c'est une journée qui s'appelle TINOV, où on fait venir des entreprises, des collectivités, des gens du secteur thématique que l'on veut traiter. Cette année, c'était l'eau, ça tombe plutôt pas mal. Et à titre d'exemple, donc il y a des ateliers où ça brainstorm, où on essaye de maturer des concepts. Et pour la petite, le lauréat de cette année, c'est le TEC, c'est le Tinder de l'eau circulaire. Donc je vous explique. Alors le titre est assez rigolo, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce serait créer une application en fait entre industriels pour créer des solidarités entre des gens qui ont des surplus d'eau usée, qu'on traitera pour un usage pour un autre acteur de la société économique. Voilà. Donc c'est un titre d'exemple sur l'innovation. Alors dans le secteur de la gestion intégrée de la ressource en eau, eh bien, en termes d'innovation, je parlerai de l'innovation numérique qui est très importante. On doit avoir vraiment cette accélération de cette transition numérique qui se met en place. On est à pied d'œuvre là-dessus, sur nos bases de données, sur le partage et la férisation de la donnée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire rendre une donnée utilisable, interopérable pour plusieurs acteurs, pour plusieurs usages, pour avoir une meilleure connaissance de nos milieux aquatiques et donc d'implémenter par la suite des systèmes pour mieux la gérer. Donc des outils d'aide à la décision, par exemple, des outils de modélisation pour comprendre comment la ressource est disponible ou comment elle évolue dans le temps, avoir des outils de prévision à plus ou moins long terme, plus ou moins court terme, pour anticiper des périodes de sécheresse, comme on a vu en 2022, enfin qu'on a vu depuis 2017 d'ailleurs, et qui se multiplient. Et puis également avoir ce genre d'outils pour les événements extrêmes. En termes d'innovation, on va dire, plus pragmatique, j'ai envie de dire, plus technique, vous parliez du plan eau. En effet, on a une demande d'accélération de la réutilisation d'eau usée traitée. J'aime à dire que ce n'est pas la solution miracle, c'en est une. On est à moins d'1% de réutilisation de nos eaux usées traitées actuellement en France, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne. Qui sont beaucoup plus, qui ont recours à cette technique plus que nous. Attention, c'est une technique qui doit être élaborée dans un esprit de sobriété, on vient d'en parler. C'est quand même la mesure phare, la mesure majeure avant d'avoir recours à une solution toute technologique comme la reuse, parce que la réutilisation d'eau usée traitée, en fonction de l'usage, en fonction du fait qu'on stocke cette eau ou pas dans le milieu naturel, notamment les nappes d'eau souterraines, les aquifères, il va falloir utiliser des traitements assez poussés. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de coûts. Donc tout ça doit se faire dans un équilibre, dans un raisonnement voilà, de l'utilisation de cette eau. Je parlais de stockage. On est sur des solutions de recharge maîtrisée d'aquifères, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser une eau de surface, une eau de pluie ou une eau qui sort de station d'épuration et qui est traitée pour la stocker en aquifère. Qu'est-ce qu'on fait par là? Ce qu'on essaye de faire, c'est de ralentir finalement le cycle de l'eau et de réinscrire le petit cycle dans le grand. Donc la recharge maîtrisée, elle permet voilà, de réhabiliter en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La disponibilité de la ressource, on en a parlé ce matin, c'est et quantité et qualité. Donc la recharge, elle permet de réhabiliter des nappes d'eau souterraines qui sont dégradées au départ. Donc on n'est pas dans dans une poussée en avant de surconsommation. On reste sur ces objectifs de sobriété, d'analyse du besoin, mais dans un objectif raisonné de rééquilibre. Sur les solutions et sur ces innovations, on peut citer là j'ai parlé du numérique, mais on peut citer l'intelligence artificielle aussi, où on est en train de travailler sur comment reconstituer par exemple des chroniques de données
comment l'intelligence artificielle peut nous aider, moi je suis modélisatrice de formation, à avoir des outils plus performants, plus rapides de compréhension de nos systèmes naturels. Ça fait partie des innovations aussi. Merci beaucoup. Parmi l'ensemble des innovations dont on parle là et d'autres qui permettent notamment d'adapter les ressources en eau à nos usages aujourd'hui et de répondre à nos besoins, en fait, quelque part, même si c'est dans une optique de sobriété, est-ce que certaines de ces innovations ne maintiennent pas l'illusion d'une ressource malgré tout disponible, abondante? Comment, on en a parlé tout à l'heure, ne risque-t-on pas de générer aussi des besoins croissants en eau, d'accentuer quelque part à terme notre vulnérabilité avec des innovations comme ça qui permettent de maintenir cette disponibilité en eau? C'est l'effet rebond dont on parlait à l'instant. Est-ce qu'on n'est pas parfois dans une forme de maladaptation et du coup, comment on peut y remédier? Alors, y remédier, c'est déjà de penser qu'on a ce panier de solutions qui existe. Il n'y a pas une solution miracle, encore une fois, il n'y a pas une solution toute techno qui existe. Et de garder en tête qu'on ne va pas opposer l'innovation à la transition écologique et qu'on ne va pas opposer la transition écologique à l'innovation. L'innovation, c'est une création de nouveautés et elle se décline en plusieurs types d'innovations. Je parlais de l'innovation incrémentale, mais elle peut être aussi totalement radicale. Et sur ces innovations incrémentales peuvent se greffer des innovations radicales, et notamment en termes de changement de paradigme. Et les innovations, elles ne sont pas toutes technologiques. Elles sont aussi, on parlait d'innovation verte, de technologie verte. Et donc, la recharge s'inscrit d'ailleurs dans ce genre de technologies qui sont des technologies, donc je dis techno, mais c'est des technologies low cost, qui sont à faible émission de carbone, qui sont fondées sur la nature. Donc, quand je parlais de retenir, de ralentir le grand cycle de l'eau par des solutions type recharge maîtrisée, c'est des solutions d'infiltration. Je prendrai à titre d'exemple le Grand Lyon, qui est alimenté en eau potable à partir des eaux du Rhône, qui sont réinfiltrées dans des grands bassins d'infiltration au droit du cours d'eau, et qui permettent comme ça d'avoir un système d'épuration naturelle de cette eau. Ça réduit les coûts de traitement d'eau potable et ça permet de ralentir aussi en 2022 lors de la sécheresse. C'était pas le but premier de stocker, c'était plutôt d'épurer, mais ils ont vu les bénéfices qu'apportait cette solution. Et c'est totalement en ligne avec les solutions fondées sur la nature qui doivent apporter des bénéfices aux humains, mais aussi à la biodiversité. Voilà. Et ces solutions fondées sur la nature, elles sont basées sur un principe de fonctionnement ou d'amélioration de fonctionnement de ces écosystèmes. Voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'effet rebond ou de maladaptation si on est encore une fois dans une approche qui est systémique et qui est interdisciplinaire. Je rejoins Barbara sur le côté nexus. Il n'y a pas d'énergie sans eau, il n'y a pas d'eau sans énergie. Et puis aussi, on n'a pas parlé de l'alimentation. Et c'est ce triptyque-là dont on parlait ce matin, d'ailleurs, dans les exposés, qu'il faut garder en tête pour éviter effectivement cet effet rebond, cette course au tout techno et à l'innovation. Si on n'embrasse pas à qui va servir quoi, à quel moment, sur quel territoire. C'est pour ça qu'on développe ces outils de connaissances qui sont fondés sur la science, en fait, et sur la connaissance scientifique, sur la donnée scientifique. C'est ça qui est très important. Et à ce propos, au niveau national, on a le PEPR, One Water, dont on en a parlé ce matin aussi, qui vise à rapprocher les communautés scientifiques de recherche qui sont dans les thématiques de sociologie, d'économie, d'hydrologie, d'hydrogéologie, de climato aussi, pour générer justement des résultats sur ce qu'on parlait de l'empreinte eau. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut diagnostiquer avant de mettre une action en place. Donc l'empreinte eau, c'est un calcul qui peut être complexe. Il y a tout un pan de recherche dans One Water qui va être basé là-dessus. Il va y avoir aussi un pan de recherche sur la qualité de l'eau.
une aquatech va être formée, des échantillons pour savoir c'est quoi aussi cette empreinte qualitative, pas uniquement quantitative, sur les modèles, sur la prévision et sur aussi la connaissance des socio-hydrosystèmes, comment ça fonctionne, comment on peut s'adapter en fonction des caractéristiques de chacun. On a la même, finalement, au niveau européen, c'est le Water for All, dont fait partie aussi le partnership sur l'eau. Merci beaucoup. Thierry Ménissier, qui est en visio. Vous êtes-vous beaucoup intéressé, hein, je reviens dessus, mais à ces questions d'innovation et de technologie. Dans le secteur de l'eau, l'innovation, elle est notamment stimulée grâce au progrès technologique. La croyance, effectivement, on en parlait ce matin, que la technologie nous préservera d'un changement de mode de vie face aux effets du changement climatique est relativement ancrée dans nos sociétés. Je vais vous laisser réagir hein, sur les propos qui ont été tenus à l'instant, à la fois par Barbara et Marie. J'aimerais vous entendre aussi sur votre vision à vous de l'innovation. Est-ce que parler de paradigme, est-ce que l'innovation aujourd'hui est un nouveau paradigme et le développement est-il nécessairement synonyme aujourd'hui d'innovation? Et auquel cas, est-ce que cette innovation peut être frugale, verte, durable? En tout cas, est-ce que ce type d'innovation-là existe? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier, enfin, par votre intermédiaire, remercier le CRECEB pour son invitation. Et par conséquent aussi, le Conseil régional de Bretagne. Je salue les élus qui sont dans la salle, les collègues et évidemment le public. J'ai mentionné en effet dans mes travaux la prise en compte de l'importance de cette notion d'innovation, mais pour mieux présenter ce que j'ai à dire depuis Grenoble, je vais d'abord dire que donc, je m'exprime depuis les Alpes et je trouve que dans le propos que je vais tenir, ça peut déjà consister en un exemple que de dire que d'avoir réussi à avoir une conduite raisonnable, à ne pas se déplacer en avion pour vous rejoindre, malgré le désir que j'avais de le faire en tant que philosophe d'astreinte, c'est un peu comme ça que je me définis, ben c'est déjà une belle réussite. Je pense que la sobriété que je vais évoquer, elle passe par l'éthique, et donc c'est déjà un choix éthique que de prendre systématiquement des moyens moins coûteux que l'avion. Donc là, ce n'était pas possible pour des raisons d'agenda. Donc il nous reste le numérique via cette plateforme. Même si le numérique ne doit pas être exempt d'une approche en termes de frugalité et de sobriété. Je vais y venir. Alors, une fois ces préambules passés, je voudrais dire, il a été indiqué que j'étais professeur à Grenoble IAE, donc une école publique de management au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Donc c'est un choix de ma part. Hein. Je suis chercheur, enseignant-chercheur en philosophie, éthique et politique. Et le poste que j'occupe, sciences humaines et innovation, est au cœur du volcan, si vous pouvez me passer cette expression, étant donné que cette notion d'innovation, elle est tout à fait liée aux organisations privées d'abord. Je vais en dire un mot. Et il se trouve qu'en termes d'action de recherche, depuis 4 ans, je suis à la tête d'une chaire éthique et intelligence artificielle au sein de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, qui est un des 4 instituts qu'on appelle 3IA, instituts pluridisciplinaires d'IA, qui ont été créés à l'issue de l'appel d'offres consécutif elle-même au plan Villani, au rapport Villani de 2018. Alors, c'est un poste d'observation légèrement différent de celui des masters management d'innovation responsable que je co-anime avec mes collègues, et un autre qui s'appelle design de transition. Et c'est un poste d'observation intéressant pour évoquer ce dont il a été question, à savoir le rôle des technologies dans l'innovation, bien entendu, mais aussi en vue des transitions. Alors, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que, pour ma part, dans mes travaux, c'est ce qui me vaut cette jolie invitation, j'ai essayé de mettre en valeur le fait que l'innovation est certes un nouveau paradigme, mais il ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes. C'est qu'en effet, cette innovation, ce concept d'innovation, il prend sens, il prend rang en s'emboîtant dans celui du progrès. En fait, le problème, c'est que si on regarde les choses de près, l'innovation est un concept post-progressiste. C'est-à-dire que la généalogie de ce concept, hein, si on la documente, hein, on va remonter à son prophète, le premier qui en a eu l'idée la plus claire et la plus dynamique, dans un sens assez restreint, mais très puissant, c'est Joseph Alois Schumpeter. Et lui-même s'appuyait sur des sources philosophiques, épistémologiques, qui n'étaient pas les sources progressistes.
Hein. Ce n'étaient pas les grands auteurs de la tradition du progrès. Ce n'était pas Auguste Comte, et avant cela, ce n'était pas Descartes, ce n'était pas Kant. C'était plutôt Nietzsche et la tradition qu'on appelle jeune hegelien, donc la tradition libertaire initiale. Donc des auteurs pour qui le surgissement, la puissance, la transformation brutale des choses, donc renouvelle la nature, on doit la renouveler. Alors on a après cette figure de l'entrepreneur, littéralement surhumain, qui a nourri la représentation dominante de l'innovation. Donc cette représentation dominante, elle est tout à la fois industrielle, organisationnelle ou managériale et technologique. Alors, et c'est seulement dans un second temps que la notion d'innovation s'est élargie, s'est ouverte jusqu'à en arriver à cette idée d'innovation sociale qui caractérise des formes d'innovation et des process d'innovation, tout ce qu'il y a de plus standard et intéressant, mais qui ne concerne pas seulement la croissance. Alors, ça, c'était, comme il a été rappelé il y a quelque temps, avant qu'on s'intéresse, disons, aux transitions et à la sobriété. Ça ne date pas d'hier. Simplement, depuis quelques années maintenant, tout le monde sait, et évidemment les élus en premier lieu, savent bien que les impératifs aujourd'hui ne sont plus tellement ceux de la croissance industrielle à tout prix, mais que précisément un retour réflexif s'impose et il importe de réfléchir autrement, peut-être en conservant cette notion d'innovation, mais littéralement en la réhumanisant. Alors, il a été question dans les discours de Barbara et de Marie d'innovation verte, d'innovation incrémentale, d'innovation au service du ressourcement de la nature. Alors ça, il faut bien se rendre compte que c'est complètement nouveau et que jusqu'ici, vraiment massivement, cette notion d'innovation au service de la science mise en société via l'industrie et les technologies, eh bien, elle avait un tout autre sens. Alors, c'est d'abord ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a un travail sémantique. Bon, moi, je suis philosophe, j'observe les pratiques du point de vue de mes deux secteurs d'observation, de mes deux angles de vue. Je travaille avec des sociologues, des designers, d'autres sciences humaines et sociales. Il n'en demeure pas moins qu'un philosophe, on peut attendre de lui qu'il sémantise, ou il resémantise, c'est-à-dire qu'il essaie de donner un sens aux mots. Alors voilà, il me semble que le travail qu'on fait sur la notion d'innovation, je ne sais pas si ça ne va pas nous amener à transformer ou non cette notion. Peut-être faudrait-il parler d'autre chose pour mieux qualifier ce dont il est question, en laissant la notion d'innovation au secteur de l'économie industrielle dominée par la pensée de Schumpeter et tous ses avatars. Peut-être faudrait-il aller beaucoup plus loin, d'autres s'y emploient, je pense à mes collègues Galliot et Vinck en sociologie, et c'est eux, lors d'une conférence récente chez eux, qui m'ont proposé de qualifier les choses à partir de la notion d'ex-novation. L'ex-novation serait l'innovation vertueuse. Alors, voilà, innovation vertueuse, ce qui me permet d'évoquer le domaine dans lequel je m'emploie en ce moment, qui est celui de l'éthique des technologies, l'éthique du numérique et l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, à cet égard, on parle beaucoup de numérique responsable, d'IA soutenable. Cependant, ainsi, je ne fais que reprendre ce qui a été dit juste avant moi, comment faire dans un cadre qui demeure un cadre industriel old school et un état d'esprit qui est techno-solutionniste. Comment faire? Le problème, si vous voulez, c'est que les choses se compliquent du fait qu'il faut articuler frugalité et sobriété. Ce sont des enjeux éthiques majeurs pour la compréhension et la resémantisation de nos technologies. La frugalité, traditionnellement, concerne, disons, l'empreinte énergétique des systèmes d'algorithmes pour l'intelligence artificielle, par exemple. Le problème, c'est qu'on a affaire à une position, si on s'intéresse à ça, qui est quand même technocentrée. Alors, je m'empresse de dire que nous avons fondé avec des collègues informaticiens de l'Institut pluridisciplinaire d'IA de Grenoble des journées de recherche en apprentissage frugal. Voilà, je sais bien qu'il importe de se concentrer sur la frugalité des systèmes techniques. Donc, de produire des innovations, ex-novations, qui sont, si vous voulez, à percevoir, par exemple, dans le sens du low-tech, ainsi que Marie l'a évoqué en parlant de technologies low-cost, de technologies low-tech, qui, évidemment, ne reposent pas sur du gros calcul. Mais à cela, il importe de conjuguer, il importe de corréler à cela les enjeux de sobriété. La sobriété est traditionnellement définie comme une affaire de comportement et donc d'usage. Le problème de cette position, vous voyez, on peut la critiquer aussi, c'est qu'elle est socio-centrée. Et elle impute la responsabilité, par exemple, à des acteurs
les particuliers, vous et moi, qui ne peuvent avoir qu'une part réduite si vous voulez, de responsabilité. Hein, le problème de la sobriété, ça va être une affaire d'imputation de responsabilité, notamment en matière de, si vous voulez, industrielle. Là, il y a un travail à faire, étant donné qu'il y a une corrélation, de toute façon, entre les systèmes lourds de la technologie industrielle, qui ne sont pas du tout frugaux pour l'instant, et une injonction de sobriété qui est faite, peut-être pour l'instant, pas au bon niveau. Ce dont il est question, je ne vais pas m'apesantir, j'aimerais mieux interagir avec vous via des questions, mais ce dont il est question, c'est de réaligner l'innovation, le progrès et le développement. Pour l'instant, l'innovation a servi, en tant qu'elle était, selon ma caractérisation dans mon livre de 2021, sauvage, je qualifie l'innovation de sauvage, elle a surtout servi des facteurs de disruption, pour reprendre la réflexion de Bernard Stiegler dans son livre de 2016, « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ». Alors voilà, il me semble qu'une des voies nécessaires, ça a été évoqué ce matin, je vous ai suivi sur YouTube ce matin, c'est notamment la prise en compte d'un certain nombre d'opinions citoyennes, alors par le biais des associations qu'on vient d'entendre aussi au cours de la journée, ces associations qui sont susceptibles de redéfinir un cadre convivial. En reprenant cette terminologie de la convivialité, je fais bien entendu référence à Ivan Illich et sa critique donc, du monopole radical, il y a quand même quelques années, dans les années 70, qui s'appuyait lui-même sur une éthique des vertus, une éthique de type arétaïque, extrêmement intéressante, qui est le premier point à travailler, hein, redéfinir des valeurs et des vertus pour sortir de l'éthique utilitariste dominante. Elle domine aussi bien les organisations productives, hein, les entreprises, que les évaluations technologiques, hein, cette façon de penser utilitariste. Il importe de raisonner de manière arétaïque ou axiologique à partir de valeurs. Et ces valeurs, où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver nécessairement dans un consensus démocratique éclairé. Hein, alors moi qui vous parle, une de mes actions, c'était d'accepter de co-diriger, de co-présider la Convention citoyenne pour le climat de Grenoble-Alpes Métropole, qui nous a vu, dans l'agglomération grenobloise, la métropole grenobloise, donc réunir 100 personnes pendant 8 mois avec les bons process de l'ingénierie de la participation, finalement, travailler sur ces valeurs communes qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir. Ce qui implique une théorie de la justice, par exemple, adaptée aux transitions. Donc tout un travail qui va au-delà du consensus, qui est, plutôt pour trouver le consensus, il importe de se construire une sorte de nouveau forum. On voit bien que les initiatives se multiplient, elles doivent se multiplier à la bonne échelle, qui est à mon avis l'échelle métropolitaine, régionale. Voilà, donc une réinvention de la démocratie. Alors, j'aimerais terminer ma réflexion devant vous par un point, disons, un petit peu plus à mettre en perspective, mais qui me fait souci à moi aussi. Alors, ce matin, j'ai bien entendu, il a été évoqué à propos de l'eau, c'était immanquable, les initiatives de protection visant à donner une personnalité juridique aux cours d'eau. Et en tout premier lieu, la Wanganui River, la rivière Wanganui, donc, qui fut reconnue comme personnalité juridique par le Parlement néo-zélandais en 2017. Alors, il se trouve que je connais un peu cette affaire et surtout le traitement qu'en font chez nous les éthiques environnementales, enfin chez nous dans la littérature académique en philosophie éthique et politique, ces éthiques environnementales que sont le biocentrisme, l'écocentrisme et ce qu'on appelle la deep ecology, l'écologie profonde. Moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est le caractère de très grande alternative, d'altérité radicale. J'ai évoqué jusqu'ici la tradition occidentale, le progrès, le développement, l'innovation, l'industrialisme, etc. C'est depuis ce point de vue que nous devons raisonner. Il n'en demeure pas moins que le pas de côté à faire ouvre des perspectives vertigineuses. Car enfin, que remettre en question? Et par suite, que conserver de la modernité, de l'esprit des modernes? Il a été question à plusieurs reprises ce matin dans vos propos, dans vos débats, de révolution culturelle. Alors en matière de révolution culturelle liée à la conception des nouvelles technologies et des nouveaux services frugaux. En matière de révolution culturelle liée aux usages empreints de sobriété, aux usages sobres, aux nouveaux usages sobres. Alors je pose la question de manière provocante, mais convaincue, sommes-nous condamnés à redevenir prémodernes? Le fleuve Wanganui est un fleuve sacré dans la tradition maori,
c'est un fleuve sacré parce que dans l'état d'être, dans l'être du fleuve, se joue la présence d'esprits que pour nous autres, occidentaux, nous considérerions comme absents ou disparus. Sommes-nous donc, en matière de révolution culturelle, spirituelle, condamnés à redevenir animistes? Merci de votre attention. Eh bien, merci Thierry. Voilà, j'avais éventuellement d'autres questions, mais je pense que je vais passer la main juste suite à ces trois interventions. Merci beaucoup. Est-ce que déjà il y a une première série de remarques, questions? Oh là là. Alors, on commence par qui? Pauline. Oui, Rivière de Bretagne, Pauline Pénabert. Moi, je voudrais rappeler l'importance de précision des termes parce que, par exemple, on a parlé de recharge maîtrisée de nappe et autant il nous semble important de défendre les recharges maîtrisées de nappe par des solutions fondées sur la nature que sont les zones humides, le bocage et toutes ces altérités-là et qui peuvent être des solutions technologiques parce que recréer des zones humides, recréer du bocage, c'est compliqué et ça demande de la maîtrise et c'est une expertise. Par contre, on est très prudent face aux plans d'eau et autres bassines qui ont des impacts avérés sur l'environnement et qui sont souvent aujourd'hui imaginés comme étant la solution idéale face au manque d'eau en période estivale et où on sait que ça a des impacts déjà avérés chez nous. En Bretagne, notamment par exemple sur le Sage-Vilaine, on a 15 000 plans d'eau de plus de 1000 m² aujourd'hui et qui sont la première raison de dégradation de nos masses d'eau sur le paramètre hydrologie. Et donc pour nous, aller faire croire que faire des plans d'eau, c'est une solution technologique face au manque d'eau, c'est contre-productif parce que ça aggrave ce manque d'eau. Et par contre, faire des zones humides, faire du bocage, c'est en effet une solution aussi technologique qui nous paraît plus du low-cost, qu'on a l'impression qu'il y a une solution du passé, mais qui est en fait une solution d'avenir et qui nous rendra résilients face au changement climatique. Et donc c'était juste, voilà. En effet, la recharge maîtrisée des nappes via les zones humides, c'est très pertinent. Par contre, via les plans d'eau, nous, on voit tous les effets qui sont déjà aujourd'hui présents et qui pourront s'aggraver avec le temps. Je pense que c'était pas effectivement, j'entends la remarque, c'était pas effectivement le propos de Marie. Si non, mais je peux rebondir. Moi, je parle de recharge, donc moi, je suis, perméable. Donc ça s'infiltre. C'est vraiment l'idée, en fait, de cette technologie-là. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé maîtrisée, parce que vous l'avez très bien dit, parce que ça requiert de l'expertise. C'est-à-dire qu'on part d'abord sur la compréhension de l'hydrosystème, comment ça marche. Est-ce qu'il est pertinent d'ailleurs de réhabiliter, ou de créer un bassin d'infiltration à tel endroit? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas adapter plutôt notre pression anthropique sur le milieu avant de mettre en œuvre ce genre de solution? Et donc, effectivement, nous, on est plutôt sur des solutions qui se basent sur la désimperméabilisation ou favoriser l'infiltration là où c'est peut-être perméable à la base. Voilà. Donc, sur ces solutions-là, on a aussi une grosse utilisation des modèles pour comprendre quelles vont être les balances hydriques. Voilà. Merci Marie. Oui, pardon, je vous donnerai. Alors, Nicole Matisse, Bretagne Vivante. Sur les questions d'innovation, vous avez parlé d'innovation numérique et notamment de partage des données. Alors, moi, je voudrais un peu revenir sur il y a deux questions là-dessus. D'une part, le partage des données, mais à quel coût? On sait déjà le problème qu'on a quand on veut utiliser des données Météo France qui sont assez coûteuses. Donc, si les données du BRGM sont aussi coûteuses, ce sera difficile. Et puis, partage des données à quel coût? Moi, ça pose aussi la question des réseaux de suivi, de la mesure, etc. C'est-à-dire que si on veut objectiver un peu l'impact du développement sur la ressource en eau, etc., il faut aussi avoir un maillage suffisamment intéressant au niveau temporel, au niveau spatial, pour avoir de la mesure qui permet de savoir où on en est dans les impacts de ces développements, etc. Or,
à ma connaissance, les réseaux de mesure ne sont pas en train de se développer en France. Enfin, ou en tout cas, il y a une époque où on a quand même du mal à avoir des réseaux de mesure dans la durée, etc., de l'instrumentation fiable, etc., elle existe, mais qu'elle soit mise en place, qu'elle soit gérée, etc. Et donc, vous avez parlé d'intelligence artificielle, mais elle pourra pas faire des chroniques s'il n'y a pas des données de base au départ, quoi. Donc, voilà, moi je me pose des questions sur le coût de la donnée et d'autre part l'obtention de la donnée pour objectiver les choses. Alors, merci pour cette question qui va me permettre de vous apporter un éclairage. Alors, sur Météo France, c'est très récent, mais ils ouvrent leurs données. Ils ont une obligation, c'est l'open data. Donc, c'est très, très récent. C'est balbutiant, même, je dirais, parce que je crois que ça date du mois dernier. Donc, je vous invite voilà, à aller voir. Donc, les données de Météo France sont ouvertes. J'ai eu une réunion avec eux la semaine dernière, donc je peux vous dire qu'on en a parlé parce que ça nous intéresse beaucoup, puisqu'on rapporte au comité de suivi hydrologique à l'État et eux et nous sur l'état climatique pour eux et nous des hydrosystèmes pour nous. Et donc, en ce qui concerne les réseaux de suivi, donc le BRGM a en charge le réseau de suivi piézométrique national. Donc, c'est plusieurs milliers de points qui sont suivis en temps réel. Je crois que je dis pas une bêtise, tout couvert, c'est 1600. C'est ça. Je regarde mes collègues régionaux pour m'aider un petit peu. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près ça. Donc, on est sur un contrat avec l'État qui nous finance ce réseau de suivi piézométrique. Et on n'est pas forcément sur refaire des trous pour mesurer les niveaux d'eau, mais il y a beaucoup de gens qui acquièrent cette donnée-là, et on est plutôt sur la réflexion de dire comment on va happer ces données-là. Donc il y a tout, c'est ce que vous dites, c'est que tout ça a un coût de partager ces données, parce que c'est de l'humain derrière, en fait. C'est du partage aussi entre celui qui acquiert la donnée, celui qui va la stocker, la vérifier et la diffuser. Donc ça, c'est financé, en tout cas sur les réseaux nationaux piézométriques, par l'État. Et donc, sans acquisition de données, effectivement, l'IA ne fera rien, puisqu'elle va se nourrir de ce qui existe pour comprendre et pour pouvoir des fois nous reconstituer des endroits manquants, ou alors avoir une possibilité de prévoir, de prédire en reconstituant les chroniques passées. Donc, sur l'acquisition de données, ça c'est toujours en cours. Dans le cadre justement du PEPR One Water, il y a tout un pan sur la donnée d'évapotranspiration et de recharge, en fait, de la pluie efficace jusqu'aux nappes d'eau souterraine de recharge. Donc il y a un réseau, ce qu'on appelle les lysimètres, comment dire, ces fosses d'observation avec des capteurs qui va se mettre en place. Alors il y en a des existants au même titre que le réseau piézométrique. Et puis il y a une idée de boucher un petit peu les trous sur le territoire national pour acquérir cette donnée-là. Et puis, il y a ces travaux de recherche, et je réitère, qui sont... Alors, c'est pareil, c'est très compliqué parce que c'est croiser des expertises métiers, type hydrologie, hydrogéologie, climato, avec du langage informatique. Moi-même, je me romps à l'exercice assez régulièrement avec mes collègues dans le cadre de Water for All, de One Water, pour comprendre comment on peut standardiser le stockage de la donnée environnementale, et en l'occurrence, le stockage de la donnée sur l'eau. Ce concept de données FAIR, donc une donnée qui est fundable, on la trouve, on peut la réutiliser et l'opérer à d'autres fins. Donc c'est vraiment des pans de recherche entiers qui sont actuellement en cours. Le programme One Water, il a démarré en mars 2022 et il va durer 10 ans. Donc, on vous en donnera des nouvelles, notamment sur ce côté données, dans quelques années. Voilà. Merci. Juste pour rebondir sur ces aspects d'indicateurs, etc., effectivement, sur la question de la sobriété, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait pour mesurer les effets de cette sobriété-là? Est-ce qu'il y a des outils ou des indicateurs de sobriété qui existent aujourd'hui? Alors, ça commence tout juste.
On va dire que les indicateurs de base de la sobriété, c'est combien de mégawattheures je n'ai pas consommé et combien de mètres cubes d'eau je n'ai pas consommé. Mais la sobriété a des impacts beaucoup plus larges. Ça peut permettre une amélioration des écosystèmes, ça peut permettre une amélioration de la santé, ça peut aussi générer de l'emploi, ça peut détruire aussi de l'emploi. Et donc, ça va nécessiter d'agréger un certain nombre d'indicateurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément des indicateurs environnementaux traditionnels, si je puis dire. Il y a quelques semaines, on a fait un petit travail de réflexion, notamment avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, pour essayer de voir en fait comment on pourrait qualifier ces co-bénéfices, ou en tout cas avoir une batterie d'indicateurs qui permettrait de qualifier ce que la sobriété produit. Et on se rend compte que déjà, c'est des indicateurs qu'on a. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la poudre, mais c'est plutôt en fait faire dialoguer des indicateurs qui aujourd'hui ne dialoguent pas entre eux. Je vais prendre encore l'exemple de la métropole de Grenoble, qui fait depuis plusieurs années un travail assez remarquable sur les indicateurs de qualité de vie et qui essaye justement de voir quelles sont les corrélations entre, par exemple, l'espérance de vie en bonne santé ou le sentiment de bien-être et le fait d'habiter à proximité d'un parc, par exemple. Ou la mise en place de politiques de mobilité douce, avoir des pistes cyclables qui soient de qualité, etc. Et la baisse du taux d'asthme. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont à mettre en place, mais on est vraiment sur des choses qui sont là aussi aux prémices. Ce sujet de la sobriété est entre guillemets officiel et pris en main d'un point de vue institutionnel. Je pense notamment aussi au travail que fait également l'ADEME actuellement sur ce sujet-là. Ça fait même pas 2 ans, donc on verra peut-être des choses arriver dans les mois à venir. Merci. Bruno Ricard, vous avez une question ? Oui, merci. Non, c'était juste pour peut-être replacer les différentes catégories de sobriété. Je pense que c'est important. On a parlé de choses dont on a besoin, mais qui sont à certains moments de l'ordre du pilotage plutôt, c'est-à-dire la connaissance, la donnée. Même si là on vient de parler de comment faire parler la sobriété, mais on a parlé aussi, même toute la catégorie solutions fondées sur la nature, etc. Je pense qu'on est dans des choses, encore une fois, dont on a vraiment besoin, mais qui ne sont pas de l'ordre de la sobriété. La sobriété, c'est peut-être ce qu'on a plus entendu dans le début de la table ronde, c'est-à-dire comment on évite l'utilisation d'eau. C'est toujours alors l'exemple que je prends dans l'industrie, la vraie sobriété, c'est pas de réutiliser l'eau. Ça, c'est des stratégies dont on a évidemment besoin. On est tous à plaider pour qu'il y ait des assouplissements. Il n'y a pas photo. Mais la sobriété, c'est d'utiliser moins d'eau. C'est la fameuse règle des moins 10%. Là, on parle bien de moins 10%. Et c'est quand le SMPRB, syndicat mixte gestion de déchets sur le territoire d'où je viens, là, à l'incinérateur de Tadin, va remplacer la filière de traitement fumée humide par une filière sèche. Et là, on parle de centaines de mètres cubes économisés. C'est ça, la sobriété. Je me dis, parce que là, bon, c'est tant mieux, parce qu'on est là aussi pour ça, c'est pour ouvrir les discussions, etc., ouvrir nos radars, donc tant mieux, mais effectivement, le côté sobriété, quelquefois, je précise ça, parce que la sobriété est un mot valise, on va l'entendre à toutes les sauces, mais il faut vraiment cibler, idem à la maison, les équipements hydroéconomes, oui, là, on parle de sobriété. On va utiliser moins d'eau, parce qu'à l'aide d'équipements, ou les toilettes sèches. Par contre, mettre de l'eau de pluie dans les toilettes, c'est pas de la sobriété, c'est une ressource alternative et c'est très vertueux évidemment, mais ça n'est pas de la sobriété. Voilà, c'était juste pour l'envie peut-être de clarifier, de trouver sa place à ce terme qui est dans le titre de la table ronde, et on voit bien qu'il emmène, c'est logique, il emmène à innovation, etc. Alors innovation, c'est beaucoup plus large. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui. Merci. Ouais, un petit témoignage. Merci beaucoup pour vos interventions. Un petit témoignage. J'ai la chance aussi d'être vice-président de la collectivité Haut-du-Bassin rennais sur le programme Écodo. Je voulais intervenir sur les enjeux de sobriété et la mise en récit, parce que j'ai l'impression que vos différentes interventions mettent ça en avant. Et de dire en préambule que je soupçonne quand même M. Ménissier d'avoir passé un peu de temps avec les Indiens à Chuar, là, comme Philippe Descola, mais il nous répondra plus tard s'il le souhaite. Simplement, tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'avoir une approche systémique autour de la sobriété des usages et les économies d'eau. Je pense qu'il faut sortir aussi de ce discours qui vise uniquement à responsabilité, à pointer du doigt les responsabilités individuelles. Sur le programme Écodo qu'on met en place avec la collectivité Haut-du-Bassin rennais, on va accompagner l'ensemble des usagers, donc
particuliers, collectivités, entreprises de l'agroalimentaire à aller à intégrer des process ou du matériel plus économe et plus sobre. Et on voit tout l'enjeu qu'on a de travailler notamment avec le plan local de l'habitat ou le PLUI dans le cadre avec Rennes Métropole sur l'intégration de référentiels hydroéconomes beaucoup plus ambitieux qu'il n'existe aujourd'hui à l'échelle nationale et de faire en sorte qu'aujourd'hui plus aucun logement ne sorte de terre sur la métropole rennaise sans avoir intégré du matériel hydroéconome, pour faire en sorte que chacun puisse être acteur de la transformation écologique et d'une sobriété des usages en eau. Il reste une action à mettre en place qu'on a testée cette année auprès d'habitats collectifs qui ne disposent pas de compteurs individualisés. Donc là, très compliqué pour nous d'intervenir auprès des usagers. Donc on a expérimenté une action sur le quartier de Morpas avec l'association La Cohue et une association qui s'appelle Voisins Malins et qui était assez intéressante parce qu'elle nous a permis de former en fait des habitants qui eux-mêmes allaient faire du porte-à-porte pour déployer un récit autour de la sobriété et surtout faire en sorte que les habitants puissent prendre conscience de l'enjeu d'être économe sur la consommation d'eau et puis être équipé aussi en matériel hydroéconome. Et je pense que là, on a touché du doigt une expérience intéressante qui montre que finalement la sobriété, je pense qu'elle est efficace qu'elle se déploie dans une démarche de partage et de solidarité. Je pense que c'est ce que vous avez, à mon avis, pointé aussi du doigt et que autour de la sobriété, autour de la transformation écologique de nos modes de vie, il faut qu'on arrive aussi à écrire un récit mobilisateur et donc positif. Et j'ai trouvé, je voulais témoigner autour de cette expérience-là qui montre que on arrive à mobiliser un nombre plus important de personnes lorsqu'on est dans un récit positif, quoi. Oui, je me présente Rosalie Salin-Gourlaouen. Je suis chargée de l'animation d'un réseau dont certains ici ont sûrement entendu parler, qui s'appelle le réseau Redagio. Simplement, on a beaucoup entendu parler de techniques d'infiltration. Redagio, ça veut dire le réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest. Je prends la parole un petit peu poussée par Pascal Hervé, vice-président de Rennes Métropole, qui est juste devant moi. Simplement pour dire que l'un des objectifs du réseau Redagio, c'est de pouvoir partager et construire une culture commune autour de toutes ces techniques d'infiltration des eaux pluviales. On parle de récits, j'entends parler de récits mobilisateurs et de messages positifs sur ces questions-là. Redagio, justement, vise à être un espace qui soit dans lequel tous les types d'acteurs puissent s'y retrouver pour justement participer à la construction de cette culture commune. Par ailleurs, je voudrais juste un petit peu revenir sur ce qu'a dit Madame Pettinati sur les questions de données. Dire que, par exemple, une des actions du réseau Redagio, ça va être très prochainement d'organiser une journée de formation professionnelle sur la façon dont on appréhende et on modélise les données qui sont accessibles. Il y a les données de Météo France, mais il y a aussi des données climatiques libres. Voilà, donc c'était une petite page de pub. Vous pouvez sans problème retrouver la trace du réseau Redagio et recevoir les informations en ligne. Merci, j'en profite pour rebondir là-dessus, pour me faire de la pub aussi. Enfin, pas moi, mes collègues du BRGM, qui ont collaboré avec la métropole de Rennes dans le cadre du projet Phoebus pour établir une cartographie multicritère d'infiltration des eaux de pluie à la parcelle qui est accolée à votre PLU. Voilà. Donc ça fait partie aussi, on n'en a pas trop parlé, de ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire qu'on développe des outils et des méthodes qui ne sont pas encore mises en place, mais pour quelque chose de très pragmatique, et voilà, et notamment là, trouver le meilleur endroit pour infiltrer les eaux de pluie, voilà, sur la métropole. Merci. Oui. Oui, bonjour, Jean Placine, Agence de l'eau. Je rebondis sur l'intervention de Bruno Ricard, qui me paraît très importante, et sur la bonne définition de cette notion de sobriété, eu égard finalement à une notion qu'on appelle, nous, à l'Agence de l'eau, la substitution. Et ce dont Bruno parlait, c'est bien de la substitution. Donc je pense que cette distinction, elle est très importante parce que vous évoquez des freins finalement au développement de cette sobriété qui paraît quand même indispensable dans la mesure où elle permet de diminuer la pression sur les ressources naturelles et notamment la ressource en eau.
Mais vous parliez de réutilisation des eaux traitées notamment, et à partir du moment où on va aller vers cette possibilité-là, à la fois technique et à la fois au niveau réglementaire, eh bien, on va trouver de nouvelles ressources qui n'encouragent peut-être pas la sobriété. Donc, on a l'impression, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain au niveau du développement de cette notion de sobriété qui est la plus importante. Hein. Tout ce qu'on ne consomme pas, enfin, reste dans le milieu naturel et sera importante pour le bien fondé et la vie des milieux naturels, notamment des milieux aquatiques. Donc c'est bien le premier axe sur lequel on doit intervenir, et c'est l'axe fondamental, et je pense que Bruno l'a bien rappelé, hein, en disant qu'il faut être conscient de ce qu'est de la sobriété et de ce qu'est la substitution ou l'appel à de nouvelles ressources, même si cette nouvelle ressource est une goutte d'eau qui a déjà été utilisée, qu'on ne prélèvera pas dans le milieu naturel et qui aura peut-être une deuxième vie. Alors ça c'est intéressant, et je rappelle quand même, vous avez dit qu'en France on réutilise que 1% des eaux traitées. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'effectivement c'est ce qui se passe notamment dans le milieu industriel, mais c'est complètement faux parce que quand vous prenez un fleuve comme la Vilaine reçoit beaucoup d'eau qui sort de stations d'épuration, et à l'aval de la Vilaine, il y a la plus grosse usine de traitement d'eau potable de la région Bretagne. Oui. Et donc on fait bien de la réutilisation d'eau traitée. Ok, on passe par le milieu naturel. Oui, on passe par le milieu naturel, mais ça veut dire qu'une goutte d'eau a une deuxième vie, une troisième vie. Donc moi, je pense qu'il est quand même très très important aujourd'hui d'être conscient que la politique sobriété, c'est la politique qui va permettre de changer de paradigme, de changer les comportements, et que en aucun cas la substitution de l'eau ne pourra remplacer la sobriété. Et en aucun cas, la substitution de l'eau ou l'utilisation d'eau traitée qu'on va réutiliser ne doit permettre d'aller vers une possibilité de nouvelle consommation. Elle doit d'abord aller vers une possibilité de substitution pour, encore une fois, réduire la pression sur les milieux naturels. Et très sincèrement, c'est un discours qui n'est pas si facile que ça aujourd'hui à faire passer au niveau des différents territoires, parce que on a toujours construit aujourd'hui notre développement sur l'accès à des nouvelles ressources, et on identifie bien la réutilisation des eaux traitées comme une nouvelle ressource, alors que l'axe premier, effectivement, c'est bien celui de la sobriété. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec vous, et je l'ai dit pendant mon discours, la première solution, c'est la sobriété. Ces solutions-là, c'est pas une solution miracle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous avez raison, moi j'ai beaucoup étudié ces solutions au niveau européen, et ce dont vous parlez, on l'appelle la reuse de facto, ou l'indirect potable reuse. C'est que oui, nos eaux usées traitées, on les rejette dans les fleuves en France, pour la plupart. Quand il n'y a pas de rivière, on les infiltre dans le sol, mais c'est quand même plus rare, et c'est sur des plus petites unités. Et effectivement, on retrouve la marque de ces eaux avec des contaminants émergents dans nos eaux environnementales, nos eaux de surface. Il y a une campagne exceptionnelle qui a été financée il y a déjà une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, où on a retrouvé les molécules non seulement dans les eaux de surface, mais aussi dans les eaux souterraines qui communiquent. Et en effet, ces solutions-là, elles n'ont pas vocation à créer une nouvelle ressource en eau. On est bien d'accord, on est sur une réduction des consommations. Mais je voulais revenir sur ce que disait M. Ricard sur la sobriété tout à l'heure et la connaissance des milieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme l'énergie, on fait l'analogie avec EcoWatt ou ces systèmes-là. Si on ne connaît pas ce qu'on consomme, on n'est pas prêt à diminuer sa conso, ou on ne sait pas comment la diminuer en tout cas. Et donc c'est tout l'enjeu aussi d'améliorer un outil qui s'appelle la BNPE. Donc c'est la banque de données sur les prélèvements en eau de surface, en eau souterraine. Là, il y a vraiment un enjeu majeur, parce qu'à l'heure actuelle, la BNPE, les données, elles sont pas forcément fiables, je vous le dis, parce qu'il y a des... voilà. Elles sont assez anciennes, c'est-à-dire qu'on a des données de bilan à N-2, en -3, -4, parce qu'actuellement, on a des bilans à peu près fiables sur 2020. Et c'est une fréquence de la donnée qui est annuelle. Donc on peut, nous, dans les modèles, dans comprendre ce qu'un territoire va consommer au niveau des différents usages pour pouvoir avoir une planification, une gestion intégrée et une réduction. C'est nécessaire d'avoir des données qui sont beaucoup plus fréquentes
et qui sont fiables. Voilà. Donc il y a un enjeu là-dessus. Merci. Juste peut-être une question pour rebondir sur ce qu'a dit Jean Placine. La question de la sobriété aujourd'hui, on voit qu'on rentre dans le dur à partir du moment où il ne faut pas juste faire des économies ou réutiliser, et effectivement se poser les bonnes questions du besoin, vraiment de cette restriction-là. Comment est-ce qu'on engage, hormis mettre en avant la connaissance pour avoir une meilleure idée de effectivement ce qu'on consomme aujourd'hui et du pas qu'il va falloir faire, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des leviers pour une sobriété désirable quelque part, et comment est-ce qu'on peut effectivement embarquer durablement l'ensemble des citoyens que nous sommes dans cette voie-là? Moi, je suis persuadée que ça passe notamment par le local, par l'échelle du quartier, l'échelle de la ville, du territoire en fait qu'on habite, pour vraiment avoir prise en fait sur ce qu'il faut transformer et sur quoi en fait on se met d'accord collectivement. Et c'est vrai que la sobriété, c'est en fait avant tout une question de démocratie, et c'est ça qui en fait aussi un sujet extrêmement politique et qui explique aussi pourquoi cette notion est aujourd'hui souvent connotée péjorativement dans la bouche de certains de nos dirigeants politiques. C'est que la sobriété, elle vient remettre sur la table en fait notre modèle de société, notre modèle de croissance, le fait qu'aujourd'hui la publicité nous dit que pour être heureux il faut consommer, que consommer c'est aussi montrer qu'on a un certain niveau social, et que ce récit-là en fait de la société de consommation n'est pas compatible avec les limites planétaires. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités en France qui essayent plein de choses, qui innovent et qui n'innovent pas par la technologie. Ici, on est à Rennes Métropole, et à Rennes Métropole, il y a un bureau des temps. Et le bureau des temps, c'est quelque chose d'incroyable qui permet de trouver des solutions en se posant des questions organisationnelles. Le bureau des temps va dire, pour lisser des pics de fréquentation du métro, on va plutôt demander au recteur de l'université de Rennes de faire commencer les étudiants un petit peu plus tard que de construire une nouvelle ligne de métro. 15 ans plus tard, on construit quand même une nouvelle ligne de métro. Qui marche pas, on verra. Mais toujours est-il que l'exemple du bureau des temps est extrêmement intéressant. Je pourrais parler aussi de Concarneau Agglomération qui, depuis 3 ans, expérimente avec le Low-Tech Lab le développement des toilettes sèches dans les espaces publics. Ça aussi, on est dans de l'innovation. Ou encore la métropole européenne de Lille qui a fait une concession de la gestion de l'eau à Veolia en conditionnant le fait que Veolia réduise les consommations d'eau. Donc Veolia a l'obligation, dans sa délégation sur 10 ans, d'économiser 65 millions de mètres cubes d'eau, donc soit l'équivalent d'1 an de consommation. Sinon, il y a une pénalité, un malus financier. Donc il y a aussi cet enjeu en fait à essayer de valoriser la sobriété dans les marchés publics, dans l'organisation, dans les concessions, pour vraiment en faire un levier extrêmement important. Mais ça suppose de changer aussi de logique qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des services urbains. Les services urbains, on dimensionne toujours sur la plus grosse capacité, sur le plus grand pic qu'on est susceptible d'avoir peut-être un jour, mais qu'on n'aura jamais, on le sait très bien. Et c'est donc du coup remettre dès la conception des projets la question du besoin et d'arrêter aussi d'être dans cette course à l'échalote qu'on a sur l'eau, mais qu'on a aussi sur les déchets, qu'on a sur les réseaux d'énergie, pour être vraiment sur le bon dimensionnement. Et ça, c'est de la sobriété. Merci. Peut-être une dernière question. Oui. Oui, bonjour, Christian Mochet. Christian Mochet, agriculteur en Ille-et-Vilaine, et je représente la FRSEA Bretagne. 2 choses. La première, c'était par rapport, j'ai entendu parler d'économie d'eau. Au niveau agricole, on a des programmes éco-d'eau aussi pour diminuer la consommation d'eau dans nos élevages. Parce que on a des chasses aux fuites, des choses comme ça, qui nous permettent de gagner. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'était une question par rapport à la sobriété. On parle beaucoup de réduire la consommation d'eau sur le territoire, et à aucun moment j'ai entendu parler de réduction pas réduction, mais de ne pas augmenter en population. Parce que la sobriété, c'est la sobriété à l'unité, mais c'est aussi sur le nombre. Donc je sais qu'on est sur un territoire qui accueille des habitants en plus. Est-ce qu'il faut les accueillir? Comment les accueillir? Et
je veux dire, on arrive à une concurrence, quoi. Donc voilà ma question. C'est une question de mode de vie et de niveau de consommation. Si vous avez 3 millions de Bretons sobres, c'est mieux que 10 millions de Bretons en ébriété énergétique. J'ai dit en ébriété énergétique. Hein. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, j'ai le droit. Voilà, je le précise. Donc, mais nous aussi, on peut. Voilà. Mais voilà, la question, c'est vraiment celle-là. C'est est-ce qu'on veut 8 milliards d'habitants sur cette planète qui vivent comme des Américains, ou est-ce que c'est 8 milliards d'habitants qui vivent comme les habitants du Mozambique, qui ont l'empreinte carbone la plus basse du monde? Donc, c'est vraiment en fait cette question du niveau de consommation qu'il est important d'avoir, et pas tant voilà, la question de combien de millions on est. Ceci étant dit, vous êtes quand même dans une région qui est de manière saisonnière soumise à des affluences de population, qui font peser voilà, des poids énormes sur les écosystèmes, sur la ressource. On voit bien aujourd'hui les quotas qui sont mis en place, notamment sur l'accès à certaines îles. C'est pas pour rien. C'est pas parce que les Bretons veulent garder la Bretagne pour eux. C'est parce qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de ressources. Et c'est peut-être ça, en fait, la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est de se dire comment on reste un territoire attractif, accueillant, tout en étant vigilant à l'utilisation de nos ressources et donc sobriété. Et donc derrière, ça suppose aussi peut-être de mobiliser un certain nombre d'acteurs du tourisme. Pareil, le tourisme, c'est quoi le tourisme? En fait, le tourisme, c'est aussi bien un écogîte que le Club Med. Et vous voyez bien que la consommation n'est pas du tout la même. Donc c'est aussi arriver à mettre le curseur au bon endroit pour arriver à éviter au maximum les impacts environnementaux. Mais ça pose des vraies questions, hein, tout comme le poids économique du tourisme. Enfin bon, on ne va pas partir là-dedans, mais aujourd'hui, c'est ces choix-là qu'il faut faire et ces décisions politiques-là qui doivent être prises, mais tout ça dans un contexte démocratique, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui que ce soit Paris qui décide comment Bréa gère ses ressources l'été. Et c'est pour ça qu'on a drastiquement besoin en fait, de créer ces endroits où on peut discuter de ces sujets-là collectivement, en dehors des élections qu'on a tous les 5 ou les 6 ans où on ne discute pas vraiment. Dans un contexte démocratique et de justice sociale. Peut-être le mot de la fin, Thierry Ménissier, vous êtes encore avec nous? Oui, tout à fait. Oui, écoutez, est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur cette question de sobriété qui sort un peu peut-être de votre champ, mais qui sans doute vous intéresse au plus haut point? C'est très intéressant. Bon, cela dit, vous voyez, ce terme de sobriété, il a été normalement débattu. Moi, je dirais qu'on est en dessous du sujet, là. On est en dessous du sujet. Le concept, il n'est pas travaillé, c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'on entend bien que la notion de sobriété, elle concerne quelque chose qui relève bien de, par exemple, l'énergie, pour parler large, l'eau, par exemple, l'électricité, qu'on n'utilise pas. Mais ça reste finalement, je pense, très insuffisant vu les défis. Ça reste très insuffisant vu la révolution culturelle, spirituelle, éthique qu'il faut engager. C'est-à-dire on n'arrivera pas, même dans les formes de la démocratie, à aligner l'éthique, la politique et la nature. Alors c'est pour ça on a évoqué, je ne suis pas le seul dans la journée à avoir évoqué le fleuve néo-zélandais, hein, dès ce matin. On me parlait des Indiens Achuar, pourquoi pas? Et je crois que Barbara a bien insisté sur le fait qu'on est encore loin du compte tant qu'on n'a pas pris la mesure d'un changement qui est un changement de civilisation. Donc je crois que cette notion de sobriété, évidemment on fait avec ce qu'on a sur le plan sémantique. Je vous l'ai dit, les philosophes réfléchissent au concept. Ce concept, il est insuffisant. Voilà, pour l'instant, je terminerai avec cette note, disons, destinée à stimuler la réflexion. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour vos échanges. Très intéressant.